Bonjour à tous et merci à Scarlett Reliquet de cette présentation, de même qu'à Antonine Fulla de son invitation et à tous les intervenants de ce cycle et bien sûr aussi au commissaire de l'exposition que nous sommes très impatients de découvrir. Donc je vais vous parler de la question de l'affichage en pleine rue, d'une transformation du regard qui est arrivée au cours du 19e siècle et de cette expérience de polychromie qui a été liée justement à la juxtaposition des affiches en pleine ville au XIXe siècle. Alors, comme vous le savez tous, ce siècle a été celui d'une grande révolution de la couleur qui est passée par toutes sortes de dimensions, de facteurs, des facteurs scientifiques, avec notamment des études psychophysiologiques, physico-chimiques qui ont conduit à l'optique physiologique, des transformations techniques et industrielles, et là, l'art de l'affiche en fait vraiment partie, nous en parlerons, mais également des transformations artistiques et culturelles. Vous savez bien qu'avec l'impressionnisme, on l'a bien souvent dit, la couleur en tube, la peinture en plein air et les couleurs vives, on a découvert des nouvelles colorations, parfois pensées en lien d'ailleurs avec la découverte de l'estampe japonaise. Accessible à tous, ancrée dans le quotidien parce qu'elle était visible en pleine rue, l'affiche illustrée, lithographiée en couleurs vives, en fut l'une des manifestations les plus spectaculaires de cette révolution. Et en fait, on n'en parle pas toujours quand on parle de l'histoire de la couleur au XIXe siècle. Mais c'est une composante importante. Et cette innovation a été marquée par une très vaste littérature critique que je vais utiliser dans ma présentation, qui est liée à ce qu'on a appelé le phénomène de l'affichomanie, la passion de l'affiche, qui a vu se développer des collections, des recueils de rééditions, des histoires et aussi des revues spécialisées, auxquelles s'ajoute à la Bibliothèque nationale de France une source vraiment précieuse qui est celle de toutes les coupures de presse liées au plus grand affichiste de la période qui s'appelle Jules Chéret, dont je vous parlerai tout à l'heure. Dans cette littérature spécialisée, la couleur des affiches était prise en compte et commentée comme l'une des principales dimensions de ce nouvel art, à la fois industriel et commercial. Donc, après avoir rappelé sommairement comment la couleur a tenu son rôle, oui, je peux regarder en face, a tenu son rôle dans l'affiche et l'affichage tout au long du XIXe siècle, je m'intéresserai progressivement, j'arriverai au cas de Jules Chéret, considéré comme un roi de l'affiche. Alors commençons par un premier point autour des origines, parce qu'en fait, cette question de bigarrure de la ville et des murs de la ville, elle existe avant le XIXe siècle, même si on l'a un petit peu oubliée. Et elle est très frappante dans un tableau impressionniste qui a déjà été montré dans la conférence de Christophe Charles, présenté au Salon de 1876, La place des Pyramides, un tableau qui fait partie des collections du musée d'Orsay, où on voit ces palissades des chantiers d'Haussmann absolument couverts d'affiches. Aux frontières du Louvre, il y a un jeu aussi entre le Louvre et l'affichage qui apparaît ici, dans un Paris qui est en plein travaux. Mais cette expérience avait préexisté et je voudrais commencer en évoquant les modalités plus anciennes de cet affichage urbain. Alors, un des points importants de l'histoire de cette communication visuelle, c'est qu'à l'origine, on a plutôt une communication fondée sur l'acoustique. On a le son des cloches, on a les cris de la ville, on a les héros qui proclament les avis en pleine ville. Et donc, la ville, telle que Daniel Roche en a parlé, ce grand historien, dans un livre qui s'appelle « Le peuple de Paris », va découvrir progressivement l'importance du visible, le regard et la lecture. Donc l'affiche fait partie de cette révolution du regard qui accompagne en fait une transformation de la culture vers la lecture, et avec le jeu entre le texte, l'image et la couleur.
Et donc, on passe de cette culture des cris de la ville que j'évoque ici par cette diapositive à une culture où tout se donne au regard, à l'œil. Mais le premier point qu'il faut rappeler, c'est que la couleur, traditionnellement, est associée à l'idée d'une culture populaire, et notamment d'une culture de l'écrit populaire, de ce qu'on a appelé la bibliothèque bleue. Et en effet, on a ces petits livrets diffusés dans les rues, colportés à travers les rues, justement par des cris de la ville, par les colporteurs qui portent sur leur col leur balle de colporteurs et qui vendent les petits livrets populaires depuis le XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle inclus. Il y a une grande rupture en 1851 parce qu'on interdit le colportage, mais c'est précisément le moment où on va développer justement d'autres formes d'imprimés qui sont accompagnées par les affiches. Mais donc, ces livres populaires étaient couverts de papier bleu. Et on appelait ce bleu papier à sucre. Et vous ne savez certainement pas pourquoi, mais c'est parce que les pains de sucre chez l'épicier étaient enveloppés dans ce papier bleu, qui était un papier très ordinaire, de cette jolie couleur bleue que vous voyez ici, et qui a beaucoup plu au regard de Manet, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, cette mosaïque de papier de couleur était placardée sur les murs de manière aussi sauvage. Lors de sa conférence, Christophe Charles avait montré que les Vespasiennes étaient environnées d'affiches sauvages. Et là, on a un endroit où on veut bien soulager un besoin pressant, mais qui s'environne de toutes sortes de petites affiches publicitaires pour des bombes antiméphétiques, pour l'art d'évacuer, poèmes en 12 chants, pour une poudre purgative. Enfin, on est presque dans le registre, enfin, on est vraiment dans le registre de la caricature, et c'est l'entrée d'un cabinet d'aisance, rue Troussefèche. Mais en fait, cette question de la polychromie est aussi liée à un principe d'identification et de reparage par la couleur qui avait existé sous l'Ancien Régime, puisque les placards imprimés sur papier blanc et typographique étaient réservés aux avis officiels. Donc, pour des avis qui n'étaient pas officiels, par exemple les publicités des théâtres, les annonces des programmes des théâtres, on essayait de trouver d'autres formes, et notamment d'utiliser des impressions sur du papier de couleur. Chaque théâtre dans l'Ancien Régime avait ses couleurs. L'Hôtel de Bourgogne avait des affiches sur papier rouge. L'Opéra avait des affiches sur papier jaune. Et ce système de repérage chromatique va être poursuivi au long du XIXe siècle, notamment chez l'éditeur Hachette, qui d'ailleurs fait usage... Attendez, alors j'ai passé trop vite... donc je reviens un tout petit peu en arrière pour cet affichage sauvage qui apparaît dans la caricature et notamment associé à des graffitis. Le graffiti en forme de poire qui se moque du roi Louis-Philippe. Et les affiches qui sont là tout autour sont un moyen d'accompagner la caricature de petits messages écrits qui s'ajoutent aux messages plus officiels de la légende. Alors, vous voyez ici quelqu'un qui lit les affiches, qui lit le mur d'affiches. Vraiment, le mur est à lire et il est à voir. Et avec cette superposition de couleurs, proclamations, etc. Et ici, alors c'est l'inverse. Les caricatures jouent avec l'inversion des motifs. Et dans la caricature ici, c'est Louis-Philippe qui devient l'afficheur et qui affiche Célina ou l'enfant du mystère, la mère coupable, la chronique scandaleuse du palais royal, etc. Et voilà. Et surtout celui qui a vraiment critiqué cette nouvelle civilisation, qui est celle de l'affiche publicitaire, du commerce, du capitalisme naissant, des entreprises, et de ce qu'on appelait à l'époque les industriels. Industriels, c'était très péjoratif, ça désignait les capitaines d'industrie.
c'est Honoré Daumier qui les a personnifiés à travers un de ces personnages issus du monde du théâtre qui s'appelle Robert Macaire, qui avait un acolyte, Bertrand, et qui se métamorphosait à travers les planches de sa série, Robert Macaire, pour devenir toutes sortes de personnages qui montrent cet univers naissant du capitalisme auquel s'attaquent Louis-Philippe le Républicain, bien opposé à la République du roi bourgeois, à la monarchie du roi bourgeois. Donc vous voyez ici une affiche en noir et une affiche coloriée. J'ai fait exprès de vous montrer ces deux exemples parce que Daumier était très favorable à l'affiche en noir, mais la série des Robert Macaire, qui est celle vraiment où il, de planche en planche, il introduit vraiment cette dimension de la publicité, cette critique de la publicité, c'est la seule qu'il a vraiment voulu colorier. Mais lui-même, il était favorable davantage à l'affiche en noir et blanc qu'il trouvait plus esthétique. Alors voilà, je retrouve mon affiche pour les étrennes de Hachette, dont je voulais vous parler tout à l'heure, 1887. C'est à la fois une affiche et un catalogue d'étrennes. C'est un grand format, mais aussi une affiche qui a été pliée et qui a été utilisée dans les journaux. Par exemple, Le Soleil, en décembre 86, introduit cette affiche comme une sorte de cadeau de prime aux abonnés. Et on peut la déplier, on découvre tout le catalogue des éditions Hachette pour les étrennes du Nouvel An. On voit évidemment ce principe de repérage par la couleur et j'attire votre attention simplement sur le fait que vous voyez ici la bibliothèque rose et ici la bibliothèque des merveilles. Mais bien sûr, vous voyez aussi Gustave Doré, La Perse, etc. Enfin, tous les nouveaux livres. Et puis, bien sûr, une grande colonne Maurice, j'en parlerai. Et non, c'est pas une colonne Maurice, c'est un kiosque d'ailleurs. Et en fait, l'éditeur Hachette était celui qui s'était réservé l'exclusivité de la diffusion de ses collections de livres dans les gares. Dans une période de grande expansion du chemin de fer, on avait du temps pour lire quand on faisait un voyage en train et on pouvait acheter dans les kiosques de gare les livres de l'éditeur Hachette. Et ces livres étaient repérables par leur couverture qui était coloriée. Alors vous connaissez tous la bibliothèque rose, bien sûr, qui était repérable par sa couverture imprimée. Et puis ensuite, quand ça devenait un livre de prix, c'était un joli cartonnage rose et aussi et doré. Et puis la bibliothèque des merveilles, qui était, elle, de couverture bleu nuit. Le jaune, en revanche, était réservé à la littérature contemporaine depuis le lancement à bon marché, à la fin des années 30, vers 1837-38, je crois, par un éditeur très important qui s'appelle Charpentier, de ce qu'on appelle aujourd'hui le livre de poche, des livres de petit format qu'on pouvait mettre dans la poche et qui étaient accessibles à tous, pas cher, 3,50 francs, et qui était simplement recouvert par une couverture imprimée jaune. Donc, dans la bibliothèque Charpentier, les livres jaunes, c'était les livres de la littérature, et d'une façon générale, chez d'autres éditeurs qui diffusaient ces livres de poche, notamment Charpentier, qui était le grand éditeur de Zola, de la génération du naturalisme. Les livres jaunes, c'était vraiment la littérature moderne. Et c'est ce que nous montre, vous voyez, un exemple de ces livres, Braquemont du dessin et de la couleur, un des livres qui a été vraiment lu par les impressionnistes, qui se trouve d'ailleurs aussi dans la bibliothèque de Claude Monet à Giverny. Claude Monet conservait énormément de livres de cette collection Bibliothèque Charpentier avec ses couvertures jaunes. Mais c'est surtout Van Gogh qui a fait connaître cette bibliothèque Charpentier avec cette série de natures mortes magnifiques où les livres jaunes sont vraiment les héros en fait, de son tableau. Il utilise ces couvertures pour travailler, expérimenter ses recherches sur la couleur, sur les nuances, sur les transformations de couleurs, les contrastes. Il y a toute une série de tableaux absolument magnifiques, je ne vous en montre qu'un seul ici.
Et pour lui, ça a été très important parce que c'était pour lui une façon de dire « Je suis à Paris, c'est la liberté, je lis la littérature, je découvre la littérature et ce sont les romans parisiens ». Donc ces livres jaunes signifient vraiment pour lui l'appel de Paris, de la littérature moderne, quand il vient d'arriver de Hollande, où il était issu d'une culture vraiment centrée sur la lecture, très concentrée de la Bible. Donc il découvre ce qu'on a appelé, les historiens de la lecture, on appelait ça la lecture extensive. Lire énormément de livres. Vous avez vu l'affiche des étrennes où tous ces livres, si nombreux. Donc on apprend à lire énormément à la fin du XIXe siècle, dans cette période d'alphabétisation intense. Mais avant même l'essor de l'affiche en couleur dont je vais parler un peu plus tard, se sont multipliées donc les affiches textes imprimés, simplement typographiques, où les vignettes se trouvaient collées sur ce papier coloré. Et là, vous reconnaissez ce que je vous ai montré tout à l'heure, le papier bleu de la bibliothèque bleue. Et je pense qu'il y a un clin d'œil chez Manet à cette tradition populaire de la bibliothèque bleue, dans cette affiche très importante, considérée comme la première affiche de peintre, première affiche faite par un peintre, où sa lithographie au pinceau est simplement placée au centre de la composition, collée sur une composition de papier coloré et imprimé par la typographie. Manet appréciait la délicatesse de cette couleur. Ce procédé de montage a été utilisé aussi pour les affiches de librairie et de théâtre lorsqu'apparurent les colonnes Maurice, qui ont favorisé pour l'affiche d'ailleurs un format en hauteur, mais où on retrouvait toutes ces affiches de théâtre qui étaient souvent typographiques à fond jaune. Et j'ai été amusée de voir que dans une affiche tardive, elle date de 1900, pour une adaptation théâtrale de l'Assommoir de Zola, on trouve une affiche polychrome, chromolithographiée, mais à l'arrière-plan se trouve placardé le message qui, à travers une affiche en quelque sorte mise en abîme, présentée à l'intérieur de l'affiche en couleur. Alors, cette polychromie de l'affichage mural, vous avez vu qu'elle se perpétue finalement jusqu'à la fin du XIXe siècle, mais elle est apparue dès la période romantique de façon très consciente au moment où s'accroît cette fonction publicitaire. Avec la métaphore du manteau d'Arlequin, du costume d'Arlequin, l'Arlequin devient lui-même un afficheur. Comme l'indique la vignette de titre du journal, l'Arlequin afficheur, mais aussi son titre que vous voyez ici, qui a été lancé en 1829, qui se proposait de reproduire en réduction les affiches placardées au mur afin d'en permettre la lecture à domicile. Comme l'indique un avis qui est réitéré dans chaque numéro. L'affiche est représentée proportionnellement avec des caractères analogues et chaque titre figuré ligne pour ligne. On imite la couleur des papiers. On se charge des impressions de plusieurs lignes en diverses couleurs et de celles des dessins et des vignettes. C'est ce qu'explique l'Arlequin afficheur aux annonceurs potentiels. Et vous savez qu'aujourd'hui encore, il existe un petit journal qui s'appelle les petites affiches. Ça existe encore, ces réductions d'affiches. La une du journal présente ainsi cette jolie composition de rectangles colorés, tandis que la scénette programmatique du prospectus nous montre le dialogue d'un journaliste avec un badaud qui, avant de se laisser convaincre par la lecture du nouveau journal à petites affiches, met en avant son goût de ce qu'il appelle l'étrange assemblage de l'affichage urbain. Mais moi, j'aime à voir la chose même, j'aime à contempler tout ce bariolage dont se composent les cadres d'affiches. Qui me retracera ce coup d'œil comique, cet étrange assemblage de divers objets, de divers styles et de diverses couleurs? Ce bariolage des murailles devait se renforcer lorsqu'intervint la lithographie en couleur. Et lors de l'exposition universelle de 1889,
en plein règne de l'affiche artistique, sur laquelle on commençait peut-être à poser des regards un petit peu blasés. Il y a eu une sorte de réactivation de cette tradition des affiches sur papier polychrome dans une campagne d'affiches très intéressante, c'est celle du chemin de fer de Decauville, le petit chemin de fer qui parcourait l'exposition universelle, parce que si on le faisait à pied, c'était beaucoup trop long pour traverser l'exposition. Et alors, ce sont de simples affiches texte qui n'annoncent absolument rien d'extraordinaire, puisque leur seul message, c'est un message d'avertissement assez cocasse. Attention, prenez garde aux arbres, ne sortez ni jambes ni tête. Elles prennent sens en tant que campagne publicitaire par l'effet de série, et vous savez que la série, c'est un enjeu très important à l'époque de l'impressionnisme, et par l'avantage d'être placé sur un lieu d'affichage modeste, les vitres des petits wagons, mais exposé à la vue de tous les visiteurs de l'exposition. Il s'agissait de 36 affiches de même format, 61 par 82 cm. L'ensemble de la série est conservé à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, reproduisant la même inscription en langue et en idiomes différents, alphabétiques ou non, y compris en rébus et en espéranto. On pouvait donc, pour s'adresser à des visiteurs de l'exposition universelle venus de tous les pays, c'est cette universalité que nous montre la mise en couleur des langues. On lit du français, du celtique, du breton, du malgache, de l'annamite, du latin, du grec moderne, du hongrois, du danois, du norvégien, du volapük, du japonais, du hollandais, du russe, du turc, de l'allemand, de l'anglais, de l'arménien, du portugais, du suédois, du basque, du tchèque, de l'espagnol, du chinois, du malais, du luxembourgeois, du sanskrit, de l'hébreu, du provençal, de l'italien, du persan, de la sténographie, du polonais, du roumain, du flamand et de l'irlandais. Ce crépitement de couleurs et d'écriture, parsemant le trajet d'un moyen de transport, apparaît comme l'une des premières utilisations d'un art de l'affiche destiné à un spectateur en mouvement. Alors, le phénomène de la rue en couleur est très intéressant aussi pour accompagner quelque chose d'important qui est le passage du noir et blanc à la couleur. Pour dire les choses très schématiquement, le premier 19e siècle, celui qui fait partie des œuvres qui appartiennent au Louvre, du côté de l'estampe, c'est du noir et blanc. Et la seconde moitié du 19e siècle, c'est l'explosion de la polychromie, de la couleur. Et dans ce basculement du noir et blanc à la couleur, l'affiche a joué un rôle très important. Tout cela a été rendu possible par l'invention de la lithographie, qui est un procédé de reproduction à plat, mais permettant des compositions tracées directement sur la pierre, un calcaire importé de Bavière, ce qui permettait aussi d'imprimer en grand, quand on a eu des grandes pierres, et ainsi de mettre en place des affiches illustrées en grand, dont les premières ont été des affiches de librairie. Ces premières affiches en noir et blanc ont un exemple précoce dans cette affiche de De Veria pour le Faust, célèbre livre de Lacroix, 1828. Et ensuite, ce qui se développe à la fin des années 1830, début des années 1840, c'est ce qu'on a appelé le livre illustré romantique, accompagné pour son lancement par l'affiche de librairie. Pour une raison très simple, c'est que à côté de ces livres des bibliothèques Charpentier qu'on pouvait se procurer et qui ne coûtaient pas très cher, une autre technique avait été utilisée pour donner envie de lire, c'était d'utiliser l'image et de vendre des petits fascicules 1 ou 2 fois par semaine. Donc, le livre était feuilletonisé, en quelque sorte, en petites livraisons, et on s'abonnait. Et à la fin de l'année, ou au bout de 2 ans, on pouvait acheter le livre entier, qui était devenu un livre d'étrennes. Et pour cela, il fallait faire de la publicité. Donc expliquer, et c'était des affiches placées à l'intérieur des librairies, on expliquait en vente ici les livraisons. Un des héros de cette illustration romantique, ça a été Granville,
qui est aussi quelqu'un qui s'est énormément moqué du phénomène de l'affichage, notamment dans un livre dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais qui est très important, qui s'appelle « Un autre monde ». Dans cet autre livre que j'évoque ici, il prend pour le frontispice repris pour l'affiche du livre la figure du sage peintre afficheur pour les scènes de la vie privée et publique des animaux, tandis que le colleur d'affiche, celui qui lèche le pot de colle, est un chien. Et dans le livre, on s'aperçoit que le chien, en fait, c'est l'écrivain. Donc il se moque un petit peu, il est toujours celui qui défend l'image contre les écrivains. Et c'est vraiment quelqu'un qui a voulu être un auteur en tant que dessinateur, en tant qu'illustrateur. Donc, vous voyez, très rapidement, il y a eu des essais. L'affiche était en noir et blanc, c'était des affiches d'intérieur. Vous voyez tous les titres placardés au mur, qui donnent une sorte de généalogie du livre qu'il publie, qui fait bien sûr référence dans son titre à Balzac, scène de la vie privée et publique. Vous savez, ce sont des titres de la comédie humaine, transposés aux animaux. Balzac a été un des auteurs des scènes de la vie privée et publique des animaux, de même que George Sand et bien d'autres auteurs, Musset, etc., Nerval. Et à l'arrière-plan, vous avez Franklin, Buffon, etc., toute cette généalogie littéraire qui est celle du livre de Granville. Mais c'est le sage peintre qui est le héros et qui est en train de peindre les lettres sur l'affiche. L'affiche a été publiée en noir, principalement, d'après le frontispice. C'est l'agrandissement chez un imprimeur lithographe du frontispice. Et il y a eu quelques essais en couleur, donc vous voyez ici un exemple. Ces essais de couleur vont se poursuivre grâce à un imprimeur qui s'appelle Rouchon, qui était lui-même venu des métiers du papier peint. Le papier peint, c'était un art décoratif qui s'était beaucoup développé sous la monarchie de Juillet et qui permettait de recouvrir les murs et de les décorer dans les maisons de manière relativement accessible, mais en utilisant des techniques d'impression qui n'étaient pas du tout la lithographie, mais qui étaient fondées sur le bois. Donc on imprimait en couleur avec des gravures sur bois et on utilisait une plaque de bois pour chaque couleur. Ça suppose tout un travail d'ailleurs pour que le même papier, quand on passe plusieurs plaques de bois, il ne faut pas qu'il y ait des décalages. Donc, il faisait un travail très soigneux. Et vous avez ici d'ailleurs un exemple des petites misères de la vie conjugale où vous voyez qu'il y a un petit décalage. Elle n'a pas été très, très bien imprimée, je crois, la fiche du dépôt légal. Donc, comme tout à l'heure, on a une version en noir et puis une version avec cette expérimentation chromatique avec Rouchon, qui a mené ses expériences d'impression en couleur voilà, donc dans ces années-là. Mais ce qui a été vraiment important, c'est la technique de la chromolithographie, qui est mise au point, là aussi, à la fin des années 1830, vraiment un moment charnière, par l'imprimeur lithographe Godefroy Engelmann, qui était très, très grand imprimeur lithographe du 19e siècle. C'est lui qui a lancé, par exemple, l'illustration des voyages pittoresques et romantiques de l'ancienne France et qui a surtout été l'importateur en France de la lithographie avec un autre imprimeur en 1815 à Mulhouse. Il était originaire de Mulhouse, qui était d'ailleurs une ville d'art industriel où il y avait à la fois des papiers peints, des photographes, des imprimeurs sur étoffe et des imprimeurs lithographes. Et il prend un brevet avec son fils pour la chromolithographie en 1837, je crois, où il prend ce brevet pour 10 ans et il dit qu'il s'agit d'un, je cite, un nouveau procédé d'impression lithographique en couleur, et il le nomme impression lithocolore. Et ensuite, très rapidement, il va utiliser le terme de chromolithographie. Et ici, vous voyez qu'on en est encore à la période des essais
toutes les techniques lithographiques commencent par des recueils d'essais. Donc, on montre au public que c'est intéressant d'utiliser ces nouvelles techniques et on montre tout ce qu'elles peuvent faire. Et donc, ça, c'est le premier recueil d'essais chromolithographiques publié par Engelmann. Cette technique reposait sur l'impression d'une pierre par couleur, donc c'est d'une certaine manière assez proche de la technique utilisée par Rouchon qui était transposée du papier peint. Là aussi, je pense que la chromolithographie, c'est une technique un peu transposée de la technique du papier peint. Donc on prend une pierre par couleur. Ça suppose là aussi un travail de repérage pour ne pas avoir de décalage lors de l'impression de la même épreuve sur plusieurs pierres successivement. Et pour des raisons économiques évidentes, parce que imprimer une pierre, ça coûte quand même cher, et plus on en imprime, et plus on a de passages de couleurs, et plus c'est cher de produire une affiche. Donc, on essaye de limiter le nombre de pierres, et en général, c'est limité à 4 couleurs au maximum, ce qui fait que les imprimeurs chromolithographes vont être vraiment des virtuoses chromistes de la couleur. L'artiste indiquait sa gamme de couleurs à l'imprimeur. L'impression commençait en général par le jaune, qui est la couleur la plus couvrante, et ensuite venait le rouge, puis le bleu, tandis que le noir permettait de cerner les figures, de les ombrer, d'en assurer le modelé, et bien sûr aussi de tracer les lettres ou le contour des lettres. Pour le centenaire de la lithographie, survenu en 1895, la lithographie avait été inventée en 1795 en Bavière, importée en France donc en 1815 par Engelmann. La galerie Rapp, qui était une des premières galeries d'estampes où on a commencé à vendre pour les amateurs les affiches, les amateurs les décollaient des murs, on a commencé à les collectionner un petit peu. Et il a commandé cette affiche à Hugo d'Alési en 1895, qui est très intéressante parce qu'elle nous montre ce passage d'une culture de noir et blanc à une culture de la couleur. Avec cette collectionneuse parisienne, par un beau soleil couchant des bords de Seine, un moment très impressionniste, si on peut dire, même si le style de l'affiche est plutôt naturaliste, qui admire une lithographie militaire de Charlet à côté d'une grande affiche de feuilleton de Chéret de 1894 pour Madame sans gêne, pièce de théâtre créée en 1892, adaptée en roman en 1894, que lance l'affiche de feuilleton de Chéret, qui représente l'actrice Réjeanne et apporta ainsi le succès à la comédienne devenue une star. La même année, débutait la publication d'un recueil très important qui s'appelle « Les Maîtres de l'affiche », qui proposait aux amateurs, à ces nouveaux collectionneurs, d'une nouvelle forme d'estampes en couleur, qui sont les affiches, mais des réductions d'affiches sous la forme de livres. Donc c'est une sorte d'anthologie lithographiée en couleur par l'imprimeur Schex. Schex étant l'imprimeur qui a racheté l'imprimerie de Jules Chéret, et pour montrer que le nouvel art intégrait l'histoire de l'estampe. La première des livraisons mensuelles, préfacée par Roger Marx, qui est un critique très important de l'affiche, soulignait ceci. Chacun a pu suivre la métamorphose. Le placard d'autrefois, sans séduction, avec sa laide typographie, lente à déchiffrer, est devenu une véritable estampe dont la polychromie égaye l'œil, dont le symbolisme se trouve d'emblée compris. Aussi, quelle fortune éclatante fut celle de l'affiche illustrée, depuis le temps où un maître de goût, de tempérament, de style tout français, Jules Chéret, la renouvelait, la recréait, voilà quelques 30 ans. Elle a provoqué l'étude de la critique, les commentaires des plus fiers écrivains et trouvé dans Ernest Mindron, l'historiographe de ces fastes. Des amateurs par légion la recherchent et lui offrent dans leur carton l'abri qui sauve et garde pour la postérité. Chez nous, à l'étranger aussi, la chromolithographie murale a sollicité sans distinction d'école les meilleurs artistes, ceux qui possèdent par instinct la vocation décorative, puis les ironistes et les mystiques,
tous les poètes de la fantaisie et du rêve. J'ai lu tout cela parce que c'est vraiment une belle citation qui résume cette émergence de la fichomanie et qui en même temps est un grand éloge de la polychromie telle que la développe Jules Chéret. Alors, écrivains et peintres ont exprimé le choc visuel des couleurs vives de l'affichage urbain, tantôt pour l'apprécier et tantôt pour le critiquer. L'un des premiers à signaler le goût des affiches polychromes, alors que le phénomène commençait à peine, fut Champfleury dans La Mascarade de la vie parisienne, roman de 1859, qui mettait en scène un chiffonnier collectionneur d'affiches dont il tapissait son appartement. Et le chiffonnier, il faut dire que c'est une des métaphores du collectionneur de papier. Topino, c'est le nom du chiffonnier, aimait les affiches. Ah, pardon. Ah, ouais, j'ai raté un peu une partie de mon truc. Mais non, il y a une affiche, il y a une image qui a sauté. Bon, je ne comprends pas très bien. Topino aimait les affiches à cause des figures et des images fortement coloriées qui faisaient la joie des enfants du quartier en formant un musée unique dans son genre. Donc cette idée d'un musée unique est très importante. Monet, dès 1867, introduisait un grand panneau publicitaire bordé de rouge et une colonne Maurice dans une vue de Paris et des quais de la Seine, couronnée par le dôme de l'Institut. Et donc vous voyez le panneau ici, et puis vous voyez la petite colonne Maurice, et puis les kiosques dans cet ensemble urbain. L'affichage est absolument omniprésent, réglementé, limité aux palissades des chantiers qu'évoque Dénitis au pavillon de Marsan au Louvre, ainsi qu'aux murs pignons concédés en 1884 aux sociétés d'affichage par la ville de Paris, aux colonnes Maurice et aux cadres réservés situés à l'entrée des théâtres, des lieux de spectacle ou du musée Grévin. Et j'ai montré ici l'exemple de l'entrée du musée Grévin. Donc vous voyez les affiches que j'ai agrandies, qui sont dans des supports. On voit tout un mobilier urbain qui se met en place. Et puis ces affiches qui sont celles de Jules Chéret, qui est vraiment le dieu de l'affiche à cette époque. Et de nouveau, ce phénomène de l'affichage qui frappe l'œil des passants est souligné par les coupures de presse, par les autochromes de Cannes que vous verrez dans l'exposition, par les photographies d'Adjé ou de Marville, les cartes postales parfois colorisées de la Belle Époque qui montrent cet effet incroyable fondé sur la juxtaposition, le recouvrement, la variété chromatique qui répond à celle des registres et des sujets. C'est pas du tout le principe du contraste simultané ou du mélange optique qui est mis en place par le principe du mur. Alors certains sont tout à fait hostiles, et vous voyez, on retrouve encore ça même au début de la Première Guerre mondiale dans cet exemple. L'architecte de l'opéra, Charles Garnier, a été particulièrement irrité par tout cela. Il critique Paris devenant une ville semblable à Londres, la ville anti-artistique, où les kiosques criaillent avec leurs carreaux coloriés, où les omnibus sont enluminés, pauvre grand art, et comme tu seras loin. Pardon, je suis partie dans le mauvais sens. Hop, voilà. Alors, il y a un artiste qui s'est vraiment intéressé à ce phénomène, c'est un des peintres de la vie moderne de Paris, qui a beaucoup peint le mobilier urbain, les rues de Paris, de jour, de nuit, par tous les temps, par la pluie, etc. Et c'est Jean Béraud, un naturaliste intéressant. Donc, vous voyez ici deux exemples. Et surtout, cette peinture où vous voyez la publicité
en lettres des grands magasins du printemps, rue du Havre, guidant le regard vers la gare Saint-Lazare, que l'on aperçoit au loin. Et le bandeau d'affiche devient une sorte de bouquet de couleurs vives, d'après une métaphore qui est utilisée à l'époque et qui est appliquée à l'affiche par les critiques. Son aspect chatoyant s'oppose à l'habit noir porté par les hommes, à la tenue terne des grisettes, à la monochromie triste du fiacre sombre. Et tandis que Roger Marx élève la polychromie de l'affiche au rang d'une tapisserie égayant les rues ou d'une fresque murale, donc le rapproche vraiment du grand art, des arts décoratifs, Gustave Kahn, critique important de l'époque, symboliste, reprend le réseau métaphorique du vêtement de la ville, dans le chapitre 10 de son livre « L'esthétique de la rue », qui est paru chez Fasquelle en livre de poche, donc en 1900, avec cette couverture jaune dont j'ai parlé tout à l'heure. Le chapitre s'intitule « La rue actuelle, la polychromie de la rue par les couleurs des façades, les affiches et la lumière ». Et il y oppose l'austère plastron des maisons de Paris au toit gris, cet idéal blanc et noir, à ce qu'il appelle les principes de la polychromie qu'il associe au costume féminin, avant de venir à Chéret et à sa révolution dans l'affiche. Il rappelle, lui encore, qu'avant Chéret, l'affiche, c'était la pancarte officielle blanche et noire annonçant les délits, les infractions, etc. Et que pour les lecteurs de romans feuilletons, on n'a pas voisé la capitale et la province d'affiches jaunes, sur laquelle un énigmatique héros était figuré, noir, et que c'est Chéret qui jeta à profusion sur les murs de jolies lignes, des bariolures amusantes, des cascades de corps s'enroulant autour du nom d'un palais de joie. Kahn perçoit la rue comme un décor. Elle est ornée, dit-il, je le cite, par sa parure immobile, façade, statue, et par sa parure mobile, affiches, lumière, enseignes et style particulier des devantures de magasins. La parure mobile de la rue a reçu des artistes contemporains des soins et s'est renouvelée grâce à l'affiche et à la lumière. Il conclut son livre sur l'idée que, je le cite, « l'art de la rue sera l'aboutissement des recherches qui s'orientent vers la création d'un style nouveau. » Et vous voyez qu'on a envie de voir l'exposition « L'art est dans la rue ». Alors, Jules Chéret, roi de l'affiche, c'est ma dernière partie. Pour tous les contemporains, vous avez commencé à le comprendre, cet art nouveau s'incarne en Chéret, dont les affiches japonisantes ou néo-rococo composent le décor éphémère et mobile d'un mur entier dans l'État-Mœurs, 1881, de Louis Carrier-Belleuse, en une exposition fictive qui est une sorte de musée imaginaire qui rend compte des perceptions contemporaines. Huysmans écrivait en 1879, il sortait du salon, que sur les 3040 tableaux portés au livret, il n'y en a pas 100 qui valent qu'on les examine. Le reste n'égale certainement pas ces affiches industrielles en vedette sur les murs des rues et sur les rambuteaux des boulevards. Ces tableaux teints représentant des coins de l'existence parisienne, des voltiges de ballets, des travaux de clowns, des pantomimes anglaises, des intérieurs d'hippodromes et de cirques. Pour moi, écrit-il, j'aimerais mieux toutes les chambres de l'exposition tapissées en chromo de Chéret ou de merveilleuses feuilles du Japon qui valent 1 franc la pièce plutôt que de les voir tachetées ainsi par un amas de choses tristes. De l'art qui palpite et qui vive, pour Dieu, et au panier toutes les déesses en carton et toutes les bondieuseries du temps passé, au panier toutes les léchotteries à la Cabanel et à la Jérôme. Vous voyez cette critique du salon qui passe par la référence au mur d'affiches de Chéret. Il achevait aussi son salon Huysmans achevait aussi son salon de 1880 en conseillant aux visiteurs écœurés par le déballage des tableaux du salon d'aller se débarbouiller les yeux au dehors par une station prolongée devant ces palissades où éclatent les étonnantes fantaisies de Chéret, ces fantaisies en couleurs si alertement dessinées et si vivement peintes. Imprimeur lithographe, affichiste rompu aux effets de la publicité, chromiste virtuose, inventeur d'images qui suscitaient le rêve, Jules Chéret, né en 1836, mort en 1932, il est mort à 90 ans et quelques, presque centenaire,
détient une place absolument inédite dans l'histoire de l'image, de l'art et de la littérature pendant un demi-siècle. Il est le fils d'un ouvrier typographe. Il a été en grande partie autodidacte. Il fait ses débuts comme dessinateur en lettres dès l'âge de 13 ans. Donc il a commencé par dessiner ses lettres, dessiner pour qu'on lise. Et il conçoit en 1858, pour l'opérette d'Offenbach, Orphée aux Enfers, sa première affiche lithographiée en 3 couleurs. De 1859 à 1866, Chéret a vécu à Londres, où il a pu parfaire sa formation professionnelle d'affichiste et d'imprimeur, et rencontrer le parfumeur Eugène Rimmel, qui a été son mécène, et qui lui a permis d'installer à son retour à Paris en 1866 un atelier lithographique équipé de presse pour l'impression, de presse anglaise pour imprimer en lithographie en couleur ses affiches. C'est donc quelqu'un qui est un entrepreneur artiste qui va dominer le champ naissant de l'affiche artistique et qui en définit les formules et le style jusqu'à ce qu'il soit absolument admiré et reconnu en 1889. Il est décoré de la Légion d'honneur pour avoir développé un art qui était aussi une industrie. On dit exactement pour avoir été, je cite, créateur d'une industrie d'art depuis 1866 par l'application de l'art à l'impression commerciale et industrielle. Donc c'est ce transfert de l'art dans la publicité qui fait qu'il est récompensé de la Légion d'honneur. Il a aussi une médaille d'or à l'Exposition universelle de 1889, pour laquelle il réalise plusieurs affiches commerciales. Je vous en montre une ici. Et puis surtout, il est la vedette de la première rétrospective d'affiches servant à légitimer ce nouvel art français de l'affiche. Il est le roi de l'affiche dans cette rétrospective organisée par Ernest Mindron, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. La même année, 1889, se tenait d'ailleurs en plus une exposition d'affiches dédiée à Chéret dans le hall d'un théâtre, hall du théâtre d'application en 1889. Donc, il est vraiment partout. Et cette exposition a été très importante parce qu'elle révèle que Chéret n'est pas seulement un affichiste remarquable, elle montre aussi ses maquettes d'affiches magnifiques et elle le montre comme dessinateur et pastelliste. Donc elle révèle des nouvelles facettes de son art. Son œuvre est énorme, elle s'est déployée dans tous les domaines de l'affiche jusqu'en 1900 et elle compte plus de 800 affiches. En 1891, Chéret voyage au Maroc et en Espagne avec le peintre Albert Bénard et c'est alors qu'il va éclaircir sa palette et renoncer au noir, peut-être sous l'inspiration de Seurat, qui lui-même a collectionné les affiches de Chéret. Enfin, sa mère avait collectionné ses affiches et qui s'en est beaucoup inspiré. En 1900, il va cesser de travailler dans le domaine de l'affiche, mais il se tourne dans un autre domaine, celui des arts décoratifs, et avec différents mécènes. Je vous montre simplement la Villa La Sapinière à Évian, au bord du lac de Genève, où il va participer au décor de cette villa construite par l'architecte Formiger, dont Chéret décore pour le baron Vita la salle de billard. Le baron Vita est un très grand collectionneur, mécène de Rodin. Il a, à cette époque, dans la Villa La Sapinière, aussi le Sardanapale de Delacroix. Alors, Chéret connaît son métier en praticien. Vous voyez, c'est un homme du métier. Il sait multiplier les effets chromatiques à partir d'un nombre de pierres limité avec lesquelles il parvient à multiplier les nuances. 3 couleurs suffisent. Au début, il a cette technique que je vous présente ici avec Percy-Bannier et Van de Velde. Un fond vert, des zones de noir, un dessin au crayon lithographique noir, un lettrage complémentaire du vert amande en vermillon, repris dans les costumes des clowns, dans cette affiche de café-concert de 1875. Chéret recourt aussi à un autre procédé, issu du papier peint, justement, dont j'ai beaucoup parlé, le fond gradué, qui consiste à offrir un arrière-plan préimprimé
en dégradé, du bleu de Prusse au rose saumon, en passant par la teinte crème du papier. Donc, on roule dans deux encriers de couleurs, la même feuille, ce qui permet d'avoir cette gradation, donc du bleu au jaune dans l'affiche, et d'introduire vraiment un assemblage chromatique intéressant sur lequel va travailler la couleur appliquée par les pierres. Et ici, vous avez cette affiche, La Reine d'Indigo, pour la création française de l'opérette du musicien viennois Richard Strauss, qui est imprimée à partir d'un fond gradué sur 2 pierres seulement, en rouge et en noir. Vous voyez comme c'est prodigieux de virtuosité, avec tous ces effets chromatiques à partir de si peu de choses. Enfin, il use de plusieurs pierres de couleur pour composer son image en trichromie et fait chanter les couleurs primaires bleu de Prusse, rouge et jaune d'or à partir de taches lumineuses sur le blanc de réserve. Le blanc de réserve, c'est le blanc du papier. Notamment dans la série des affiches qu'il dédie à la saxoléine d'année en année, de 1891 à 1900, pour le baron Fenaille, un autre de ses mécènes, l'industriel qui ensuite lui commandera aussi des tapisseries, etc. Et ici, vous voyez une de ces petites femmes qu'on a rapidement surnommées des chérettes, et qui éclaire une lampe, qui allume une lampe à pétrole. Et évidemment, la saxoléine, c'est un pétrole. Et évidemment, il ne faut pas oublier que les affiches de Chérès sont contemporaines de ces nouveaux éclairages, de ces nouvelles sources d'éclairage nocturne, l'électricité, la lampe à pétrole. On voit l'illumination de la Tour Eiffel pour les bâtiments de l'exposition universelle en 1889, les feux d'artifice, etc. Toute une sorte de féerie lumineuse qui caractérise l'imaginaire de la Belle Époque. Mais ces affiches ont aussi annoncé, je l'ai montré tout à l'heure, en 1892 au musée Grévin, les pantomimes lumineuses d'Émile Reynaud, qui étaient du dessin animé. C'est aussi le début du dessin animé. Et bientôt du cinéma. Alors, la virtuosité de l'œil caméra, métaphore développée par Jonathan Crary dans son livre sur l'histoire du regard au XIXe siècle, à laquelle recourent les critiques pour qualifier les grands peintres impressionnistes, et notamment Monet, permettent aux contemporains d'appréhender les créations trichromatiques de Chéret dans le domaine de l'affiche. Les visiteurs de son atelier en témoignent. Ainsi, l'écrivain Georges Rodenbach, en 1899, le voit au travail sur ses maquettes. Et il remarque son appétence pour le jaune, sensible dans de nombreuses compositions. Par exemple, cette affiche de librairie pour L'amant des danseuses, roman moderniste de Félicien Champsaur en 1888, qui devait d'ailleurs inspirer l'écuyère, être une des inspirations de l'écuyère de cirque de Seurat en 1891. Mais marque aussi son goût pour les nouvelles formes d'éclairage. Vous voyez la citation de Rodenbach, « Le gaz s'allume aux façades de plaisir, les orchestres chantent, l'affiche aussi sonne sa fanfare de couleurs. Et quel cuivre sonore que ce joli jaune si aigu, si spécial dans toutes les affiches de Chéret. Il existe un bleu dont je meurs parce qu'il est dans les prunelles. Il est un jaune dont je ris parce qu'il est dans ses affiches. Un jaune ravigatant comme la pelure de citron. Sur la pierre lithographique que l'artiste prépare pour le tirage de ses affiches, il met toujours ce jaune avec du rouge et du bleu. 3 couleurs seulement, primordiales, sont possibles. Il les pose en 3 motifs principaux qu'il gradue, nuance, augmente, dégrade. Sur la maquette d'abord, teintée en gouache, avec des frottis de pastel, puis sur la pierre où il transporte cette maquette. Le jaune, cette couleur citrine, selon la formule de Fénéon, en vient à devenir une quasi-signature pour les affiches de Chéret, comme l'est aussi ce personnage féminin que les contemporains surnomment Chérette. Alors, Fénéon nous parle de bijouterie mensuellement sous le prétexte d'un roman papoteur, d'un spectacle d'hippodrome ou d'une invasion de criquets. Chéret couvre les murs de Paris de chefs-d'œuvre pour le chiffonnier. Cette semaine, c'était la citrine affiche pour l'Écho de Paris transformé. Chromiste virtuose, je viens de vous en parler, mais quelqu'un aussi qui est passionné par les couleurs naturelles, par les couleurs
d'une sorte de fantasmagorie de la nature qui collectionne les coquillages et les papillons qu'il conserve dans ses ateliers. Donc, Chérès sait rendre les couleurs des lumières artificielles de la ville lumière. Il s'intéresse aux éclairages de la nuit, mais il tire aussi son inspiration de la nature. Il agence ses couleurs comme des bouquets de fleurs. Il parle lui-même de peindre le bouquet, c'est-à-dire, je le cite, l'harmonieux assemblage des taches de couleurs. Il collectionne dans son atelier des coquillages, des papillons. Il en observe les couleurs matières. Il avait même des coquillages auxquels il donnait des noms. Le manet rose et or et noir. Il avait des papillons. Et il disait, il y a de la fantasmagorie dans la poussière figée de leurs ailes. Il semble que la lumière se soit jetée en faisceaux impétueux sur cette écaille friable, comme sur le prisme. Ah, la lumière. Et je trouve que cette affiche avant la lettre est un bon exemple. Alors là, je l'ai remise avant la lettre, avec la lettre, et puis j'ai remis la porte du musée Grévin, dont vraiment Chérès était l'affichiste propre. On voit ses affiches de part et d'autre. On voit que dans les affiches du musée Grévin, il reprend le galbe de la lettre du musée Grévin comme une sorte d'entrée pour le lettrage de son affiche. Il fait très attention au lettrage. Et puis ensuite, il a été le peintre du rideau de scène du musée Grévin. Et alors, il y a une dernière dimension qui est intéressante pour l'histoire de l'affiche, c'est la couleur cinématique. Couleur mouvement. 1895, c'est l'invention du cinéma. Et il a, chez Chérès, une conscience de la couleur en mouvement qui est mise en évidence par la référence à la Leuchtfüller. Donc, chez Chérès, je vous ai parlé de couleur lumière, couleur pigment, couleur mouvement. Maintenant, qui s'inspire des éléments naturels pour produire, je le cite, un spectacle vu comme un rêve. Quelque chose d'électrique, de lunaire, de phosphorescent, les formes qu'on entrevoit parfois dans les flammes bleues du punch, les jeux fous de la couleur sous des éclairages artificiels. Les spectacles de la Leuchtfüller, qui parfois ont été filmés, vous savez, c'était cette danseuse enveloppée de voiles colorées par les faisceaux lumineux des projecteurs qui se produisit à Paris à partir de 1892. Après ça, elle a fait des tournées aux États-Unis, etc. Et qui ajoute la dimension cinématique de la couleur mouvement à l'expérience de la couleur pour le regard du spectateur. Et ces affiches ont paru à Chérès comme l'incarnation même de son projet artistique, selon Rodenbach. Or, un jour, voici que surgit une imprévue danseuse. Cette Leuchtfüller fit d'ailleurs maintes affiches, dont il fit d'ailleurs maintes affiches et peintures, qui, moins femme qu'œuvre d'art, montra soudain réalisé dans toutes ses recherches. Qui oubliera l'extraordinaire spectacle, miracle d'incessante métamorphose? La danseuse prouva que la femme peut, quand elle veut, résumer tout l'univers. Elle fut une fleur, un arbre au vent, une nuée changeante, un papillon géant, un jardin avec les plis dans l'étoffe pour chemin. Elle naissait de l'air rose, puis soudain y rentrait. Elle s'offrait, se dérobait, elle allait, soi-même se créant. Elle s'habillait de l'arc-en-ciel, prodige d'irréel, remous de tissu, robe en feu, pareil aux flammes où se cache Brunehilde, et qu'il faut traverser pour la conquérir. Monsieur Chérès s'en enthousiasma, elle lui donnait raison. Est-ce que lui-même ne faisait pas bien auparavant, du Leuchtfüller peint? Et voilà, donc Chérès a fait les affiches pour Leuchtfüller. C'est vraiment un peu des affiches très virtuoses, très belles qu'il a faites pour ce spectacle. Et j'en arrive à ma conclusion. C'est que l'expérience de l'affichage polychrome en milieu urbain, c'est devenu une sorte de poème simultané. Vous avez vu que cette juxtaposition de feuilles de papier de couleur claire était une donnée visuelle qui a existé depuis l'Ancien Régime et qui s'est perpétuée jusqu'à la monarchie de Juillet. Et avec la croissance de la publicité, cet habit d'arlequin, dont les messages commerciaux étaient transmis par le texte et par la typographie, que Balzac considérait comme un poème pour les yeux, prit de l'ampleur.
Et dans le premier 19e siècle, les caricaturistes en sont beaucoup moqués et l'ont critiqué, ce phénomène de l'affichage. Dans la seconde moitié du siècle, où on voit l'affichage mural en grand se développer, décuplé par les chantiers d'Haussmann et d'Alphand, grâce au développement de la lithographie, d'abord en noir et blanc dans l'affiche de librairie des Aménés romantiques, puis en couleur dans l'affiche commerciale et culturelle de la seconde moitié du siècle, ces bouquets de couleurs vives, dont certains critiquaient le bariolage, furent appréhendés par les tenants de la nouvelle peinture comme un signe de modernité. Alors, ce que vous avez peut-être remarqué, c'est intéressant, c'est que, en opposition avec les critiques de Daumier, par exemple, ou des caricaturistes du premier 19e siècle, ces gens qui défendent l'affiche en couleur oublient complètement qu'il s'agit d'un message commercial. Ce n'est pas du tout le sujet. Ils voient simplement un phénomène pour le regard. L'affiche devient le symptôme d'une révolution de la couleur qui est parallèle à celle qu'ils exerçaient dans la peinture par référence aux découvertes de l'optique physiologique, si importante pour Seurat, Signac et les néo-impressionnistes, bien sûr. Les critiques de l'affichomanie permettent d'en appréhender les données esthétiques, culturelles, anthropologiques et font appel à des réseaux métaphoriques récurrents, celui du costume féminin chatoyant et bigarré qui s'oppose à l'habit noir masculin moderne. Et l'atelier de l'affichiste Chéret, comme ses propos, met en évidence une science de la couleur qui devient une sorte d'art total aux nombreuses modalités. S'il prend en compte les données de l'optique physiologique dans son travail de praticien chromiste, il sait aussi réunir couleur-pigment, couleur-lumière et couleur dynamogénique dans le design d'affiches composées à partir de tâches et faites pour attirer l'œil du passant en mouvement qui le regarde de loin. L'affichage polychrome dans la ville, dont témoignent certaines toiles de Pissarro, qui seront montrées dans la prochaine conférence, je pense, ou de Dufy dans cette affiche du Havre, dans ce tableau qui monte les affiches au Havre, pouvait devenir une sorte de poème simultané, ouvrant la voie à la prose du Transsibérien et de la petite Joanne de France de Delaunay et Sandrard en 1913, l'année où c'est l'année où est publié ce livre de peintre, où couleur, espace, rythme, mouvement se déplient, se déploient au long d'un long voyage en train. Alors, je vais parler des affiches de la campagne de Cauville. Je crois que c'était intéressant aussi par rapport à ça. Et vous voyez aussi dans le détail de... pardon, pourquoi est-ce que c'est revenu là ? Je voulais vous montrer qu'au milieu, il y avait le mot « bariolé », qui était le mot-clé de ma conférence. Voilà. Voilà.